Alors, on va parler d'SAP. Aujourd'hui, vous avez, on parle de fichiers d'écriture comptable qu'il faut générer. Et avant, quand vous aviez un contrôle fiscal informatisé, il y avait la demande de traitement qui pouvait vous être demandée. Quelle est la différence ? La différence, c'est que dans un cas, c'est une obligation. Dans l'autre cas, vous êtes dans le cadre d'un contrôle fiscal informatisé. Donc non seulement vous avez un contrôle fiscal, mais en plus, vous êtes dans les mains d'un informaticien qui s'occupe de vous et qui peut vous demander n'importe quelle table, n'importe quel champ d'SAP, pour peu qu'il en fasse la demande dans le cadre d'une demande de traitement. L'ensemble des tables, l'ensemble des champs. Et pas seulement les écritures comptables, etc. Et ça, c'est vrai depuis plusieurs années. Dans les deux cas, la technologie, c'est de l'extraction. Les délais ne sont pas les mêmes. Normalement, alors ça se négocie, mais sur un contrôle fiscal informatisé, vous avez 4 semaines pour remettre une demande de traitement. Alors que là, on est fin juin, les choses vont être publiées très bientôt, donc vous aurez 6 mois pour remettre un fichier des écritures comptables. Ensuite, vous n'aurez plus 4 semaines, ça ira très vite, puisque vous êtes censé l'avoir généré avant, mais jusqu'à la fin de l'année, vous avez 6 mois. Les périodes contrôlées, dans un cas, on parle de 3 exercices. En cas de CFCI, c'est 3 exercices, plus les exercices potentiellement ouverts, c'est-à-dire si vous avez un report de déficit, si vous avez oublié, enfin, c'est au moins 3, mais ça peut être plus. Et d'un point de vue technique, l'outil de vérification va être différent. Si on est dans un fichier d'écriture comptable, le fisc va utiliser une application low-code qui est faite, ce que présentait Pascal, pour faire le matching avec Volias et pour faire des filtres, mais qu'il n'y a pas de script mécanique qui sont bâtis dessus. Sur un CFCI, vous allez tomber dans quelqu'un qui va utiliser un logiciel d'analyse de fraude. Alors en France, il y a IDEA, il y a Arpurtus, il y en a plusieurs, mais en France, on parle d'ACL parce qu'ACL a vendu 600 licences à l'administration fiscale, qui sont en gros des produits qui, pour une paire de milliers d'euros, vous mettez ça sur un gros PC et vous manipulez des fichiers de centaines de millions de lignes sans la moindre difficulté. Donc l'outil, en cas de CFCI, est quelque part plus agressif que l'outil du fichier des écritures comptables. Donc, le fichier des écritures comptables, sur le papier, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez avoir dans le cadre d'une demande de traitement. Donc le fichier des écritures comptables, c'est une contrainte réduite par rapport à ce que vous avez aujourd'hui comme contrainte si vous êtes soumis à un contrôle fiscal informatisé. Donc j'ai vu passer un certain nombre de commentaires il y a quelques mois où on disait mais non, l'administration fiscale va être indulgente. Il n'y avait aucune raison qu'elle soit indulgente sur les exercices 2011-2012 parce que sinon elle le serait ailleurs. Et d'ailleurs, Pascal vous a expliqué qu'en fait, la petite fleur qu'elle fait sur le format, c'est pour des gens qui ont fait de Alto Web, autrement dit pour quasiment personne. Donc en fait, il n'y a pas eu d'indulgence. Je dirais qu'au contraire, si tout le monde sort son fichier d'écriture comptable, il y aura moins de raisons d'être indulgent quand une entreprise expliquera en cas de CFCI que ça devient dur de sortir de la donnée. Donc ça, première chose. Alors par contre, il faut comprendre pourquoi. On a parlé d'indulgence. En fait, si on fait de l'archivage technique, je vous rappelle, ça sert à garder une performance correcte, ça sert à réduire vos coûts de possession en réduisant les volumes. Donc c'est très utilisé dans le monde SAP. Et beaucoup de gens qui l'ont fait avec nous, avec TJC. Et si on a archivé sans prendre en compte les contraintes légales et fiscales, où ça fait plus de 10 ans qu'on explique qu'il faut les prendre en compte, et on les prend en compte systématiquement, on peut avoir un certain nombre de soucis. Parce qu'effectivement, on a gagné du volume, on a gagné de la perf, mais quand on veut accéder par les transactions d'affichage classiques à ces données, on peut ne pas visualiser le système, l'accès au système. Si on n'a pas mis en place, et ça c'est important, une GED qui permet, quand vous imprimez un document commercial, par exemple la facture sortante, imprimer, en faire un PDF et la sauvegarder dans un outil GED. Si vous n'avez pas ça, une fois que vous archivez, non seulement l'adresse du fournisseur peut être différente, mais de toute manière, dans SAP en standard, vous ne pouvez plus la réimprimer si elle a été archivée, archivage technique. Vous pouvez avoir des reports qui ne marchent plus parce que SAP en standard n'a prévu qu'un certain nombre de reports fonctionnant avec des archives de données. Si vous avez
et c'est le cas pour les sociétés allemandes, etc., les sociétés US, générer des DART, vous pouvez avoir des DART qui ont été générés, mais pour une raison X, Y ou Z, vous vous êtes raté. Donc c'est très difficile, voire impossible sur des gros volumes de régénérer un DART qui a été archivé. Vous pouvez avoir généré un DART, mais la demande de traitement est en dehors. Un DART, c'est au maximum 5000 champs si on prend... donc on est très loin du compte. C'est à la fois beaucoup par rapport à un SAFT pur qui est de 1000 champs, mais c'est très peu par rapport à toutes les demandes, toutes les champs de toutes les tables, puisque un détail déjà une écriture comptable, il y a 107 champs d'en-tête et 313 champs de détail. Donc, on peut avoir des DART qui ont été générés sur des systèmes anciens et qui sont arrêtés. Donc pour le DART, pour générer un fichier de données, il faut revenir sur le DART. Ou on peut avoir des velléités de sortir un fichier des écritures comptables avec un outil qui ne saura pas traiter des données archivées. Alors ça, c'est quand même notre cœur de métier. À tout ça, on a des réponses. Soit, c'est pas le thème de la journée, mais soit par des solutions PBS, soit par des solutions TJC. L'AEC que je vais vous montrer aujourd'hui, on a un de nos clients qui est dans la salle d'ailleurs, qui a dû faire face en Allemagne à un contrôle fiscal. Il avait généré un DART, sauf qu'il y a eu un problème technique. On lui a reconstruit un Braunschweiger modèle, donc la liste des 21 tables qui sont utilisées en Allemagne, avec l'AEC dont on va parler aujourd'hui. Et entre-temps, ces données étaient archivées. Donc, ce n'est pas le sujet du jour. Oui. Alors, la dématérialisation des factures, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. C'est une des rares parties que TJC ne traite pas parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché-là. Par contre, il y a un expert à côté, donc je te repasse la main. Ouais. En matière de dématérialisation des factures, si vous sous-traitez à un tiers, la première des questions à poser, c'est est-ce que la prestation d'archivage est incluse ? Parce que si vous avez une plateforme de démat, il y a le côté dématérialisation lui-même et le côté archivage pendant un minimum de 10 ans, après qui peut varier. Voilà. Donc en fait, quelque part, l'original de la facture, il va être chez ce tiers, il n'est plus chez vous. Donc voilà. Donc c'est pas dans l'environnement SAP, c'est dans l'environnement du tiers. Et là, c'est surtout en matière contractuelle que ça se gère. Et notamment, si vous pensez, alors aujourd'hui, comment vous accédez à ces factures ? Normalement, vous devez avoir un accès en ligne que vous devrez pouvoir fournir à l'administration. Est-ce que cet accès en ligne, il vous fait de la recherche unitaire ou est-ce qu'il est capable, ils sont capables de vous fournir rapidement, même si ce n'est pas instantanément 100 000 factures, parce que l'intérêt de la facture électronique pour l'administration, c'est qu'on ne va pas les contrôler une par une, mais qu'on va essayer de les contrôler 100 par 100, 1000 par 1000 ou 100 000 par 100 000. Donc ça, c'est aussi l'idée. Et donc, c'est la qualité du prestataire de tiers archivage qui peut être soit... Parce que la plupart des gestionnaires de plateformes de démat travaillent, s'adossent sur un tiers archiveur dont c'est le métier. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est la relation contractuelle que vous avez avec eux, le plan de réversibilité des données et éventuellement une clause de subrogation s'il passe par un tiers archiveur entre la plateforme et le tiers archiveur pour que si votre prestataire fait faillite, boit le bouillon, ça peut arriver. Pardon ? Ça, je sais pas. Enfin, voilà. Mais moi, je sais que contractuellement, moi, je me prononce sur rien. Vous savez, dans le contexte aujourd'hui, personne n'est à l'abri de rien. Donc, partant de là, il vaut mieux se couvrir au niveau contractuel. Et l'idée, moi, les gens avec lesquels je travaille ou les prestataires avec lesquels je travaille, je leur ai fait signer avec leur tiers archiveur une clause de subrogation qui permet aux clients, en cas de faillite de la plateforme de démat, de pouvoir continuer à accéder directement sur le site du tiers archiveur aux factures. Parce que les originaux, ils ne sont plus chez vous. Voilà. Donc, tout un tas de solutions auxquelles on a des réponses, soit par nos solutions, soit par des solutions de l'entreprise PBS. Je vais revenir aussi, depuis quelque temps, j'ai des clients ou des prospects qui reviennent vers nous en reparlant de générer des états légaux. Et c'est un petit peu un paradoxe. Je vous ai mis ce qui est, on va dire, le plus courant des programmes qui permettent de générer un journal dans SAP et le plus courant des programmes qui permettent de générer un grand livre dans SAP. Je vous les ai mis pour l'exemple et pour vous montrer que dans ces reports, il y a beaucoup de critères de sélection.
C'est relativement simple de faire une erreur. Ensuite, je suis un peu étonné que l'on ait un regain d'intérêt pour la génération de ces états légaux, c'est-à-dire qu'on va mettre dans un format print list ou dans un format PDF, parce que c'est une thématique sur laquelle on travaillait il y a quelques années, mais qu'en gros, depuis 2006, on ne traite plus, parce qu'on s'oriente vers des extractions de données. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que générer un fichier de 5 millions de pages ait un quelconque intérêt, surtout qu'on vous demande de générer un fichier d'écriture comptable. Donc je suis un peu surpris du regain d'intérêt de cette partie-là, sauf dans des cas très particuliers où les liens avec l'administration fiscale sont tels, mais on va parler d'une poignée d'entreprises en France. Donc voilà, c'est un paradoxe. Ça est en train de revenir à la mode alors que on va sortir un fichier d'écriture comptable qui est un journal, qui est la seule manière, on va être clair, de le manipuler. Vous en avez trop. On ne va pas faire un parsing sur vos documents générés pour que le fiscaliste retrouve ses données à partir d'un document. Ça ne marche pas comme ça.